create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, merci beaucoup, Mathieu. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, ceci met officiellement fin à la section de la programmation, la vitrine MTL Connect. Encore une fois, déjà, j'aimerais remercier et applaudir tous les projets. On va prendre une seconde pour les applaudir. Bravo à tous et à toutes. Vraiment. Moi, je suis inspiré. J'espère que vous l'êtes également. C'est des projets d'actualité qui traitent des sujets hot, et pas hot juste parce que c'est chaud, mais vraiment importants, des sujets sociétals qui sont vraiment d'actualité. Donc, encore une fois, bravo. Impressionnant de voir tout ce gabarit d'entrepreneurs ici sur le plateau, à l'amphithéâtre MTL Connect, ici au Centre NAD. Bravo à tous et à toutes. Alors, sans plus tarder, on va passer à un panel discussion autour du sujet suivant. Donc, le sujet, c'est la valeur ajoutée de l'innovation ouverte en période de transformation, perspective des corporations engagées. Alors, pour accueillir les prochains intervenants, je vais les nommer et il va y avoir un modérateur également qui va parler là, de chacun des intervenants et approfondir le sujet et le panel de conversation. Alors, j'aimerais accueillir sur scène Pierre-Luc Gosselin des Ports de Québec, Vincent Lafrenaille de Lafrenaille-la-Montagne de MT Lab, Edith Hitt de KPMG et le modérateur Jean-François Bonne de Desjardins. On les accueille. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le relis parce que c'est important, ça va être le sujet de la conversation. Dans un monde marqué par des transformations majeures, qu'elles soient technologiques, économiques, sociales et ou environnementales, l'innovation ouverte se distingue comme une stratégie incontournable pour rester compétitif et pertinent. Ça, c'est notre conviction. Puis on va essayer aujourd'hui dans cet échange-là de vous donner quelques éléments et quelques clés sur cette conviction. Alors je me présente, Jean-François Bonne, je suis le lead de Coopératon et La Foundry pour la direction principale innovation de Desjardins. Et voilà. Yeah! Oh, c'est mieux là. Je parle assez fort. On s'est posé la question de, déjà, qu'est-ce que c'est que l'innovation ouverte? Et puis, je tiens vraiment à remercier nos trois panélistes qui sont ici. Vous avez entendu d'où ils viennent, ils vont se présenter. Et ils viennent de grandes organisations. Et c'est sous cet angle-là que j'aimerais que l'on parle d'innovation ouverte. Donc, campons, qu'est-ce que ça veut dire l'innovation ouverte? L'idée, ce n'est pas de discuter de cette définition, c'est pour vous donner une orientation de vers quoi on va discuter aujourd'hui. Merci ChatGPT. L'innovation ouverte est une démarche selon laquelle les entreprises, au lieu de s'appuyer uniquement sur leurs ressources internes pour innover, collaborent avec des parties externes comme des startups, des universités, des clients et même parfois des concurrents. Donc, c'est une manière d'innover. Merci beaucoup, Edith, d'être avec nous aujourd'hui, qui est associée pratique service conseil au sein de KPMG, qui est aussi, soulignons-le, membre du comité organisateur FinTech Forum et qui est membre également du comité FinTech sur les nouvelles technologies. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci, s'il vous plaît. Merci également à Vincent Lafrenaille. Vincent, d'être avec nous aujourd'hui. Tu es, je prends bien les termes, directeur programme entrepreneuriat et innovation ouverte, un sujet qui va nous intéresser aujourd'hui au sein du MT Lab. Et Pierre-Luc Gosselin, qui est directeur intelligence d'affaires et innovation au sein du Port de Québec.
D'aucuns diraient que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Et une première question pour toi, Pierre-Luc. Mais là, je ne m'adresse pas à Pierre-Luc, le directeur au sein de Port de Québec. Je m'adresse à Pierre-Luc, l'économiste. Je te vois venir. Pourquoi innover? Pourquoi? Bon, c'est difficile parce qu'évidemment, je suis ici, je représente le port de Québec. L'administration portuaire, souvent les gens disent le port, rien à voir avec ce qu'on peut manger. Donc, vraiment, l'administration portuaire à Québec, le petit jumeau du port de Montréal. Donc, nous sommes des administrations portuaires canadiennes. Donc, difficile parce qu'il faut deux chapeaux. Là, j'enlève mon chapeau de port. Mais pourquoi rationnellement l'innovation comme économiste? Quand on se préparait dans le panel, je suis ressorti, j'ai fait bac et maîtrise en économie. Pourquoi je suis allé en économie? Premièrement, parce que ça m'intéressait de savoir comment on crée de la richesse dans une économie. Comment est-ce qu'une économie comme la nôtre, on est chanceux au Québec, au Canada, dans les pays du G7 en général, quand on se compare au reste du monde, qu'est-ce qui fait qu'on est plus riche? Plus riche, ça ne veut pas juste dire une question d'argent, c'est une qualité de vie qu'on a, accès aux médicaments, à l'eau potable et ainsi de suite. Ma mère disait souvent, l'argent ne pousse pas dans les arbres. OK, mais il pousse où l'argent? Pourquoi on en a plus que d'autres, malheureusement? Donc, je vous résume mes 5-6 ans d'année universitaire en quelques phrases. Mais qu'est-ce que la création de richesse? Comment crée-t-on de la richesse? La formule est assez simple, pour être honnête, comment on crée de la richesse dans une société, que ce soit bon ou mauvais. Je vous le résume, là, évidemment, on peut avoir un petit peu plus de finesse dans la discussion, mais grosso modo, il faut du capital. Première partie de l'équation, c'est du capital financier. Il faut de l'argent, malheureusement un peu pour faire rouler la roue en bon français. Il faut du capital humain, que ce soit des mains, des cerveaux. Et ça, la meilleure façon de l'augmenter en général, c'est l'éducation. Donc, ceux et celles les pays, là, pas nécessairement simplement les individus, il y a toujours des cas d'exception, je sais, mais en moyenne, plus on s'éduque, plus on augmente notre capital humain, plus on a de chances d'avoir une richesse un peu supérieure à la fin. Il faut du capital financier, du capital humain, puis il faut aussi du capital physique, des outils, des usines, des moteurs de l'électricité ou peu importe comment on le nomme. Donc, ça, c'est la première partie de l'équation. Il faut du capital. On peut intervenir sur cet aspect-là, mais la deuxième partie de l'équation, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce capital-là? Comment on l'utilise, comment on le met ensemble, comment on l'amalgame. Et ça, on appelle ça, en termes économiques, la productivité. On en entend beaucoup parler depuis quelques années au gouvernement du Québec, la productivité, mais c'est la façon dont on utilise notre capital pour créer plus de richesse. Et, pas besoin d'aller très loin dans le discours, l'innovation. Depuis la nuit des temps, qu'est-ce qui fait qu'on est mieux outillé que nos ancêtres qui vivaient dans des cavernes? Qu'est-ce qui fait qu'on est mieux que les gens qui vivaient 1000 ou 2000 ans avant nous sur Terre? Qu'est-ce qui fait même qu'on est plus riche que nos générations avant nous? Par exemple, je donne souvent l'exemple que je suis plus riche que mon grand-père. Pas parce que j'ai plus d'argent, on s'en fout un peu. Pourquoi je suis plus riche? J'ai accès à des meilleurs médicaments, j'ai accès à un meilleur réseau de santé, j'ai accès à de l'eau potable, j'ai accès à 4, 5, des fois même 6 semaines de vacances par année. Il travaillait 6 jours par semaine avec 2 semaines de vacances par année. Qu'est-ce qui fait qu'on est une société plus riche? C'est l'innovation, c'est comment on utilise le capital qu'on a. Donc, la productivité, le dérivé de ça, c'est ce qui nous a permis de génération en génération d'améliorer notre sort. C'est l'innovation, c'est l'inventeur du feu, de la roue, de l'électricité, du moteur électrique. Et ça, c'est la suite aussi. Donc, comme une société, on est condamné à innover pour que les générations après nous aient accès à des meilleures conditions ou que notre entreprise s'en sorte ou peu importe l'angle qu'on veut y prendre. Donc, ma vision de l'économie, là, pour placer l'innovation, c'est vraiment une question de survie et d'amélioration de notre sort. Merci beaucoup. Puis je trouvais ça effectivement très intéressant de recamper le pourquoi, parce qu'on parle d'innovation, mais à un moment donné, on sait comment on peut innover, on a des méthodologies. Pourquoi? Donc, merci pour cette mise en contexte. Petit tour de table pour vous laisser vous présenter après cette mise en bouche. Edith, peux-tu te présenter en quelques secondes? KPMG, on connaît, peut-être dire quelques mots, mais surtout, au sein de KPMG, puis je vous demanderai chacun de prendre une minute dans vos organisations. Comment ça veut dire quoi pour vous l'innovation ouverte? Comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vous l'incarnez? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, KPMG est un cabinet de services professionnels mondial. Et nous, dans le cabinet, on offre une gamme de services, incluant tout ce qui est l'accompagnement en transformation numérique à nos clients. Là-dedans, on a plusieurs axes. Mais globalement, on peut dire que nous, on est là pour les accompagner puis naviguer les paysages technologiques qui sont en constante évolution. Donc, on sait que cela peut poser certains freins à certaines organisations, grandes ou petites. Et puis, on est là pour vraiment venir faciliter puis aider à la compétitivité puis à l'amélioration des processus des compagnies. Parfait. Merci beaucoup, Edith. Vincent, parle-nous un petit peu.
MT-Lab, et puis comment est-ce que l'innovation ouverte, vous l'activez, vous la vivez? C'est quoi votre approche, votre vision au sein de MT-Lab? Oui, donc bonjour tout le monde d'abord. Puis au MT-Lab, on est un incubateur en tourisme, culture, divertissement basé à un jet de pierre d'ici, juste à côté au bâtiment des sciences de l'UQAM. Et puis, la façon qu'on voit l'innovation ouverte, c'est en travaillant avec l'industrie du tourisme, culture et divertissement au grand complet, puis avec un certain échantillon qu'on appelle les grands partenaires, dont le Port de Québec fait partie. Donc, l'idée, c'est réellement de créer un espace où les startups qu'on incube ainsi que les grands partenaires peuvent travailler ensemble à développer des innovations. Donc, cette innovation-là, c'est de l'innovation ouverte. Et puis, donc, les gens qui font partie de ce groupe-là peuvent ensemble travailler à des innovations, puis on les aide aussi en les finançant les différents projets, puis en créant des espaces où ils peuvent se permettre d'expérimenter à travers notamment des projets comme avec Port de Québec. On avait Mievo qui est arrivé dans une rencontre avec eux, puis qui a vu que lui avait un projet de borne électrique pour les voitures qu'on pouvait transporter de lieu en lieu pour les événements. Donc, au Port de Québec, ils lui ont dit, bon, est-ce que tu pourrais en faire pour les vélos? Nous, on veut moins de voitures, en fait, au Port de Québec. Donc, Marc-Antoine, comment il s'appelle? Donc, il est arrivé, il a fait, bon, mon Dieu, oui, je pense que je peux vous arranger ça. Donc, et puis maintenant, Marc-Antoine fait que des bornes de vélo. Puis il y a 30 commandes en cours pour l'année prochaine. Donc, c'est ce genre de lieu-là où l'entrepreneur peut se permettre de raviser un peu, de changer son offre pour sa proposition de valeur pour quelque chose que le marché a réellement besoin dans le présent. Donc, c'est comme ça qu'on le voit. Excellent, merci. Merci beaucoup. Un bon exemple concret aussi, puis on aura l'occasion de retourner un peu plus dans le détail. Pierre-Luc, comment est-ce que le Port de Québec, qui a embrassé cette démarche il y a peu de temps, comment est-ce que vous voyez la consommation de l'innovation? Bon, bonne question. Évidemment, le Port de Québec existe depuis un peu plus que 400 ans. Donc, l'administration portuaire, on fait de l'innovation depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui est nouveau depuis un an et demi? C'est qu'on a mis des personnes, moi, des gens dans l'équipe, dédiés à l'innovation. Donc, cet aspect-là est nouveau depuis un petit peu plus qu'un an. Les administrations portuaires, en général, sont des façons de créer de la richesse dans une économie. Je reviens tantôt à mon discours d'économiste, un peu le 101 de comment on crée de la richesse, mais les ports sont une facette de créer de la richesse. On transporte des marchandises dans le monde, on se spécialise sur dans quoi on est meilleur, on achète des produits de l'externe à d'autres pays qui sont eux meilleurs à produire, et le commerce crée de la richesse comme ça depuis la nuit des temps. Les ports font ça, ils vont continuer de le faire, on va continuer de le faire à Québec. L'innovation, qu'est-ce que c'est? Pour nous, c'est une nouvelle façon d'ajouter une corde à notre arc, si je peux dire. On va continuer de manutentionner du grain, des engrais, du minerai de fer, ça c'est évident. Mais ce qu'on ajoute, c'est que les mêmes infrastructures, le même terrain de jeu, peut servir à autre chose, peut servir à des entrepreneurs pour venir expérimenter des choses, faire des petits pivots, faire une vitrine technologique, faire un démo, une POC, une proof of concept. Et des fois, on est aussi le premier client qui prenons un certain risque qu'une entreprise purement privée ne voudrait peut-être pas prendre. Parce que le ROI n'est pas toujours à 100 malgré les belles présentations. La start-up a encore des choses, des fois, à démontrer. Mais nous sommes prêts à prendre ces risques-là. Nous sommes prêts à accompagner aussi. On fait du co-développement avec ces entreprises-là. On est une bébite un peu spéciale, les administrations portuaires. On est semi-public, si je peux dire. On gère des infrastructures publiques tout en étant privé. Donc, c'est un peu comme les aéroports. Là. Il y a quelques différences, mais juste dans l'imaginaire, on l'imagine bien. Donc, on a ce terrain de jeu-là qui est disponible. Donc, nous, on approche l'innovation d'une façon de création de richesse dans la société. On veut offrir le terrain de jeu. Offrir le terrain de jeu, ce n'est pas un bar open. Là. Évidemment, c'est facile d'ouvrir puis tout le monde vient installer à droite puis à gauche des choses. C'est de sélectionner là où on peut avoir le plus gros impact puis d'accompagner ces entreprises-là. C'est pour ça qu'on s'est joint notamment au MT-Lab. On s'est joint aussi au Centec à 2 degrés à Québec et d'autres, je ne veux pas tous les nommer, mais on s'est mis dans l'écosystème, notamment avec le coopératon de Desjardins aussi cet automne. Et on ouvre le terrain de jeu morceau par morceau, dire si vous avez des idées innovantes, vous voulez tester des choses, on a une équipe qui va l'évaluer. Et si on pense qu'on peut aider et contribuer, on va se joindre au projet. Donc, c'est vraiment de cet aspect-là qu'on ouvre l'innovation chez nous. Je comprends et merci beaucoup pour cette mise en contexte. Quand on a préparé et commencé à penser à comment est-ce qu'on pourrait intéresser notre audience sur la notion d'innovation ouverte en fonction du thème, on se posait la question, pourquoi est-ce que l'innovation ouverte
à sa place? Pourquoi est-ce qu'on est convaincu que cette approche aujourd'hui d'innovation ouverte est une démarche qui va permettre aux grandes organisations et par extension à la société, avec un grand S et un petit s, de pouvoir s'améliorer? Dans ces 3 organisations, il y avait comme 3 approches, 3 dynamiques différentes. Edith, j'aimerais ça que tu me dises pourquoi est-ce qu'au sein de KPMG, vous allez vers l'innovation ouverte et comment est-ce que vous vous y prenez vraiment avec vos clients pour développer l'innovation ouverte? C'est quoi votre approche? Oui, merci. Donc, nous, on travaille beaucoup avec des clients, mais justement, quand on parle de l'innovation ouverte, il faut juste penser aussi qu'est-ce qui est l'innovation plutôt fermée ou l'innovation au sein des organisations. Puis quand on est dans ces contextes-là, c'est pas vrai que toutes les organisations petites ou grandes ont accès au talent, ont accès à différents vécus ou expertises à travers le monde et que le ROI n'est pas toujours là. Donc, en fait, aujourd'hui, beaucoup de grandes organisations, je présente un peu les grandes organisations aujourd'hui, ils utilisent beaucoup via leur département d'approvisionnement tout ce qui est l'appel d'offres, l'appel d'intérêt qui vient avant l'appel d'offres pour justement aller sonder, aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans le marché. Nous, en tant que cabinet de consulting aussi, on fait des mandats de benchmarking ou tout simplement vigie des marchés qu'on offre aussi aux grandes entreprises justement pour venir expliquer ou utiliser les réseaux finalement que nous avons à travers le monde pour aller chercher l'information pertinente à une compagnie qui se demande, qui se pose certaines questions et qui n'ont pas cet accès. Donc oui, c'est très pertinent et très utilisé aujourd'hui et demandé par les grandes organisations. J'entends ici, ne réinventons pas la roue parce que la solution peut exister en dehors de notre organisation. Puis votre force, c'est d'être justement connecté à l'extérieur de la dite organisation pour éventuellement trouver des solutions. Donc très, très intéressant, merci. Puis ça m'amène, Vincent, quand on se préparait, tu m'as dit une phrase que je trouvais très intéressante, puis là, il va falloir que en parle un peu. Tu disais, moi, l'innovation ouverte, c'est chercher et trouver ce que nous ne savons pas. Et ça, j'aimerais savoir comment est-ce que les grandes organisations avec lesquelles vous collaborez embrassent cette démarche-là. Ben, c'est en gros que la R&D, ça coûte extrêmement cher quand tu la privatises, quand tu la fais seulement pour toi avec tes problématiques dans ton coin. Aussi, ça fait aussi la réalité, c'est que quand tu la développes pour une personne, ça coûte plus cher que si tu la développes pour plusieurs clients. Tu peux ensuite recouper ton coût de développement avec plusieurs clients qui ont le même cas de user case. Donc, je veux dire, la réalité, c'est que les entreprises qui sont là en dehors, puis qui voient des problématiques, puis qui décident d'acter sur ces problématiques-là, ben, ils ont une vision qui peut se permettre d'aller plus loin, qui peut se permettre de développer ailleurs, de pivoter ailleurs, de trouver des modèles d'affaires qui sont différents. Puis ça amène une certaine pérennité aussi. Souvent, je me fais dire, ah bon, avec une subvention, tu peux faire un projet, mais le projet, est-ce qu'il va rester dans le temps? Est-ce qu'il va continuer lorsque la subvention n'existera plus? La réponse est non. Donc, l'idée, c'est qu'avec des startups, avec des jeunes entreprises innovantes, bien, les grands partenaires, les grandes organisations peuvent extérioriser leur R&D puis travailler avec des entreprises qui vont créer d'autres entreprises, puis donc la richesse au Québec, puis aussi qui vont être capables de pallier à la problématique autant que s'ils développaient quelque chose à l'interne. En fait, l'entreprise va sûrement aller plus loin puis chercher davantage à trouver les besoins, puis à trouver, parce que sa survie en tant qu'entreprise en dépend. Donc, ils ont besoin de trouver quelle est la prochaine étape dans le développement d'un processus ou d'un nouveau produit. Donc, la start-up, en tout cas, selon notre théorie, puis à date, ça s'est avéré bien fonctionner, c'est que la start-up peut aller plus loin que ce qu'on peut faire à l'interne dans une entreprise. J'apprécie beaucoup cette vision-là. Et puis, derrière le MT Lab, vous avez beaucoup de grandes compagnies dans le divertissement, dans le transport, l'Auto-Québec, des compagnies aériennes, des compagnies dans le tourisme, qui, elles, à un moment donné, se sont réveillées un matin en disant « OK, c'est bon, on va faire de l'innovation ouverte ».
Et là, je me tourne vers Pierre-Luc. Puisque l'innovation ouverte, vous l'avez embrassé, cette démarche-là, il y a peu de temps, j'aimerais ça que tu puisses nous partager qu'est-ce qui a fait en sorte que la direction du port de Québec, a un jour s'est dit « OK, on va faire de l'innovation verte ». C'était quoi le déclencheur? De très bonnes questions. Deux, trois aspects. Le déclencheur, puis aussi comment on s'y prend actuellement. Le déclencheur, c'est comment le conseil d'administration, le comité de direction, on se repositionne sur planification stratégique, comment on peut créer plus de richesses. Oui, on peut faire 1 million de tonnes de plus demain matin, on va le faire, on va essayer si on peut. Mais comment, avec les mêmes actifs, pouvons-nous doubler l'impact économique qu'on a? Et l'innovation est évidemment sortie très haut dans cette liste-là, disant on n'y met pas assez de ressources. Et de ressources, ça ne veut pas dire des budgets faramineux. Hein. Honnêtement, ce n'est pas une équipe de 2-3 personnes dédiées à ça, des budgets pour que les proof of concept fonctionnent, joindre quelques partenaires, d'être dans quelques démarches, et la roue se met à tourner et ça fonctionne assez bien. C'est de mettre les gens, les ressources, les cerveaux disponibles pour ça. Ça ne soit plus un sideline de quelqu'un. Donc, moi, ça faisait quelques années. C'est un sideline quand il y avait des projets out of the box, là, que personne dans l'entreprise veut trop s'occuper. Ça tombait sur le bureau de Pierre-Luc. Pierre-Luc gère ça un peu en sideline par les soirs, les fins de semaine. Puis finalement, ça fonctionne de temps en temps, mais ce n'est pas le focus principal. Ce qu'on a fait avec l'innovation, le point déclencheur, c'est qu'on a mis ça dans le main plate, le plat principal. C'est devenu le focus de quelques personnes à l'interne avec des livrables qui y sont liés. Comment on s'y prend? C'est un amalgame d'un peu tout. J'aime bien, ça existe ailleurs, c'est clair qu'on joint ces réseaux-là. Donc, c'est une solution qui existe, évidemment, on n'essaiera pas de réinventer la roue quand ça existe déjà. Je dirais que l'administration portuaire, de par notre réseau, on a toujours besoin d'aide, on est toujours à l'affût. Mais l'enjeu, le déclencheur, c'est surtout de dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. L'idée, c'est qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on voudrait parce qu'on ne sait pas que ça existe. Moi, j'ai une citation que j'aime bien, là, je n'ai peut-être pas mot pour mot, là, mais Ford, dans le temps, quand il a inventé ses véhicules de grande consommation, il disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient dans le temps, ils m'auraient dit, je veux un cheval qui va plus vite. Les gens ne pouvaient pas savoir que ce n'est pas un cheval qui va plus vite qu'ils veulent, c'est une voiture. Steve Jobs, quand il a inventé les iPads, il n'aurait pas pu demander aux gens ce que les gens veulent. Et on n'imaginait pas un iPad avant de l'avoir vu dans nos mains. Tu ne peux pas demander aux gens ce qu'ils veulent. Souvent, quand je me promène dans l'innovation, les gens disent « Ah, c'est quoi tes principales? C'est quoi ta liste de choses que tu veux régler? » Si j'ai une liste de choses que je veux régler, je fais un appel d'offres. Je l'écris, je demande au marché, je fais un appel d'intérêt, ça fonctionne. Ce que je fais, ce qu'on veut faire en innovation, c'est prendre des idées des innovateurs, des gens dans les labos universitaires aussi, on essaie d'aller plus dans l'académique, des startups, des entrepreneurs. Puis quand ils ont une idée qu'ils j'aiment, puis ils ont besoin de venir l'implanter, ils disent « Hey, bon, si j'avais su que je voulais une borne de vélo, l'exemple, évidemment, j'aurais pu trouver une borne de vélo. Mais là, j'ai trouvé l'entrepreneur qui est dédié à ce projet-là, qui veut m'avoir sur son trophée de chasse, là, comme trophée de chasse sur son babillard, qui est prêt à travailler pour développer le produit qui custom fit mes besoins. Ça, c'est de l'or en barre. Je fais un appel d'offres. Un, cette start-up-là n'appliquera pas parce qu'elle ne sait même pas c'est quoi un appel d'offres sur le système public. Deux, je vais avoir une gigantesque corporation, là, peu importe le nom que vous pouvez imaginer en tête, qui va me bider quelque chose pour 2000 bornes qui ne répondront pas à mon besoin. Ça va prendre 3 ans à implanter. Ça va être... Cette firme-là, 2-3 semaines après, elle était en train d'installer chez nous. Donc, c'est ça l'innovation pour nous, c'est d'être agile, d'aller chercher des gens qui ont une idée, de l'implanter rapidement, d'accélérer le rythme. Puis, évidemment, je ne laisse pas les appels d'offres, je ne laisse pas le côté traditionnel de la chose. Si j'ai besoin de restaurer un quai puis j'ai besoin de refaire un pavage de béton, bien évidemment, je suis lié à essayer d'aller voir les entrepreneurs par l'appel d'offres. Mais l'idée, c'est un excellent exemple, c'est d'être dans l'écosystème puis de voir qu'est-ce que je ne savais pas qui existait. Et c'est ça qu'on veut aller chercher, qu'on veut mettre en place. Donc, le déclencheur, c'est vraiment comment créer plus de richesses avec des nouvelles cordes à notre arc qu'on n'avait pas accès avant. Ça, je trouve ça vraiment très, très pertinent. On ne sait pas ce qu'on sait. J'ai beaucoup aimé cette approche-là, on enfonce une porte ouverte, mais ultimement, si on le savait, on ferait un appel d'offres. Donc, très, très, très intéressant, pertinent. On a mentionné dans la notion d'innovation ouverte la capacité de mettre de grandes organisations avec des startups. On le côtoie au quotidien. Ici, il y a des gros enjeux parce que les agendas, les cultures sont diamétralement différentes. J'aimerais ça que vous puissiez nous donner peut-être, en commençant peut-être par Edith, comment est-ce que vous avez vécu ces changements de culture et quel a été l'élément que vous avez amené pour que ce soit vraiment une création de richesse? Comment est-ce qu'on peut faire pour que, si vous aviez à partager un truc, parce qu'il y a des grandes corpos ici, il y a des startups qui sont ici, partager quelques, au moins un en tout cas, vu le temps qui nous reste, qui a permis de créer de la richesse dans la relation startup-grande corpo. Oui, donc il y a plusieurs stratégies.
On l'a vu ici, je vais vous donner des exemples. On l'a vu au Québec avec la Banque nationale qui, via le portefeuille d'investissement, donc son Venture Cap, ils ont fait un investissement dans Flinks pour la création de Open Banking et de leur plateforme de données. Et donc, éventuellement, ils ont remarqué qu'en fait, pour la croissance de Flinks, il fallait qu'ils se fassent un peu départir de cet investissement parce qu'il y avait d'autres banques qui peut-être ne voulaient pas continuer à utiliser cette plateforme en sachant que c'était le principal investissement de la Banque nationale. Donc, bref, il y a eu des annonces dans les marchés, mais ça, c'était une stratégie que la Banque nationale a mis en place justement pour tirer parti de Flinks, qui est aussi basé ici à Montréal, et leur innovation, puis les intégrer un peu dans toutes les stratégies de la banque. Mais c'est clair que c'est un exemple parmi beaucoup. Tout à fait. Et je pense que c'est via la gestion de projet, puis que les grandes organisations qui veulent travailler avec les plus petites puissent pouvoir gérer cette différence de rythme, différence de culture, différence de communication, puis avoir des équipes, des squads finalement dédiées à cette intégration. Oui, tout à fait. La notion d'équipe et de squat, ça me fait revenir un peu à l'approche et j'ai envie de dire le modèle de MT Lab. En étant un joueur externe, tu as des startups, tu as des grandes corpos. Quel est votre rôle et puis qu'est-ce que tu vois qui marche quand une startup veut collaborer avec une grande corpo? C'est quoi l'élément gagnant? L'élément gagnant, je dirais, c'est la patience. C'est pas quelque chose que les startups ont énormément, je dirais, globalement. En arrivant à MT Lab, ils ont beaucoup de pression financière, on le sait. Mais c'est ça, c'est vraiment d'être patient, d'apprendre à dealer avec le rythme différent, d'être capable aussi de diversifier, d'aller cogner à beaucoup de portes, de rester solide, optimiste, résilient. Et puis, de ne pas non plus trop grossir l'équipe trop vite. Question de se faire un runway qui n'a pas d'allure. Fait qu'essayer de croître à la même vitesse que les contrats rentrent, ça reste quand même aussi quelque chose qu'on essaie d'inculquer plus parce que sinon, de toute façon, ça va se faire anyway. Fait que l'idée, c'est d'être capable de bien saisir son potentiel de marché puis d'être capable d'utiliser le bon timing, puis d'être capable d'être flexible avec les clients, puis d'être patient, puis de comprendre leur réalité. Donc, il faut être psychologue un peu, il faut être empathique. Ah, ouais. J'aime ce nom, patience et psychologue aussi, comme rôle d'intermédiaire. Je suis allé vous rencontrer lors d'une séance de travail au sein de Port de Québec et il y avait autour de la table des startups, des chercheurs, des universitaires, enfin pas des startups, une compagnie. Comment est-ce que tu vois comment est-ce que tu manages cette richesse-là? Comment est-ce que tu fais en sorte que ces personnes qui ont des visions complètement différentes peuvent avancer ensemble? Très, très bonne question. Il y a des défis pour une grosse corpo. Donc, 2-3 aspects de la question. Premièrement, à l'interne, s'il y a des grosses corpos, ce qu'il faut, c'est créer un bac à sable un peu, un terrain de jeu d'expérimentation, se permettre ce risque-là. L'idée, c'est qu'on dérisque des projets de plusieurs secteurs, plusieurs départements. On les met dans un même service, le même département. On apprend de ça. Mais surtout, moi, si j'ai 10 ou 15 projets dans mon portefeuille cette année, puis il y en a la moitié qui vont moins bien que prévu, c'est normal, ça fait partie de la vie. Quand un gestionnaire a un projet puis que ça va mal, c'est plate pour lui, ça paraît mal, ça ne lui donne pas le goût d'en faire d'autres. Donc, premier aspect de la question, c'est à l'interne, comment on monte un programme d'innovation, c'est d'essayer justement de dérisquer tout ça. Pour répondre un peu plus à la question aussi, comment créer de la richesse, ça c'est la partie interne. À l'externe, c'est clairement de s'entourer. Puis là, la question aussi, comment on fait pour mettre tous ces gens-là autour de la table, c'est d'être honnête et surtout de s'entourer. Si vous êtes un psychologue, c'est exactement ça dont on a besoin. C'est une interface. La corpo, comme nous, ne travaillons pas à la même vitesse, avec les mêmes enjeux, avec la même vision qu'une start-up. Des gens comme le MT Lab et d'autres dans l'industrie comprennent les deux réalités, sont habitués de travailler avec les éléphants qui avancent lentement, mais en même temps, une fois que c'est parti, ça avance.
mais sont habitués aussi de travailler avec les plus rapides, les plus âgés, les plus rapides. Donc, c'est de s'adapter. Donc, nous, la façon de créer cette richesse-là, c'est de ne pas essayer de tout faire les rôles, d'aller chercher les spécialistes dans chacun des domaines. L'exemple dont tu parlais, on a mis un enjeu, l'enjeu sonore, il n'y a pas de cachette. Un port, ça peut être bruyant, des fois, malheureusement. Les économistes, on appelle ça une externalité négative dans ce cas-ci. On crée du bruit. Et l'idée, c'est que ça fait des années et des années qu'on travaille pour améliorer l'environnement sonore au port. Et c'est un des dossiers qu'on a pris en innovation, se disant, on est pas mal allé au bout de ce qui existe là, comme technologie. On a dépensé des millions et plusieurs millions pour améliorer. Oui, ça s'améliore l'environnement sonore, mais l'idée, c'est peut-être d'ouvrir le terrain de jeu pour voir qu'est-ce qui est disponible dans l'écosystème. Fait que ça, c'est un programme sur 3 ans. On a commencé la première année un peu plus académique, un peu plus recherche, appliquée universitaire et tout. Et là, avec le coopérateur, notamment cet automne et la prochaine année, ça va être de mettre des startups, on met des données, on met des capteurs, on met un réseau, on met à disposition ce terrain de jeu-là. Et l'idée autour de la table, pour répondre à ta question, comment on crée cette valeur-là, c'est d'être très honnête. Dire, voici l'enjeu, voici le défi. Venez chercher ce que vous avez à venir chercher de ce défi-là, mais sachez que si vous résolvez un problème ici au port, on n'est pas les seuls clients dans le monde. On a un bon réseau, on va pouvoir vous catapulter partout dans le monde. Et des ports, il y en a partout. Mais en plus, la réalité qu'on a, qui se pose ça, mettons, avec le MT Lab ou avec IVO qui travaille avec les villes, la réalité qu'on a n'est pas différente de plein d'autres organisations, que ce soit un parc industriel, que ce soit une méga-usine, que ce soit une municipalité. Donc, vous avez accès à un terrain de jeu avec une équipe dédiée, testez, faites votre proof of concept, puis après ça, là, vous avez l'opportunité de vendre ça partout dans le monde. Donc, comment créer de la richesse, c'est d'être honnête, de dire ce qu'on a à offrir et après ça, de les accompagner. J'entends des trois commentaires, puis c'est un peu un élément clé du message qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'est que derrière la démarche d'innovation ouverte, dans la plupart des cas, ce sont des comportements et des attitudes des individus qui vont se retrouver autour de la table. On parle de transparence, on parle d'honnêteté, on parle de confiance, il y a eu des mots qui sont importants. Et une fois de plus, on parle de relations humaines dans la manière de pouvoir amener des démarches. Donc ça, c'est un point que j'ai vraiment souligné et remarqué et dans nos échanges et encore aujourd'hui, la capacité d'avoir autour de la table des valeurs humaines qui vont faire avancer des projets. Est-ce qu'on veut travailler ensemble? Est-ce qu'on veut travailler en transparence? Puis c'est des efforts, c'est pas évident, c'est complexe, c'est compliqué et c'est cette humilité-là que je nous invite à avoir dans cette démarche d'innovation ouverte. Je vois que le temps passe, on me fait signe que les dernières questions vont devoir être plus brèves, voire ne pas être posées, mais on a pu aborder ces éléments-là liés aux compétences. Les dernières questions tournaient autour des compétences. Je vais peut-être le mentionner pour respecter le temps de nos organisateurs. Il y avait une question aussi sur comment réconcilier la gestion des risques? Quand on parle d'innovation, on parle dans un nouveau terrain de jeu. C'est des risques pour une grande organisation. Comment est-ce qu'on fait? Un axe qui a été évoqué, c'est créons un terrain de jeu en dehors du core business de l'organisation dans laquelle on peut tester, jouer, essayer. Ça, c'est une manière de pouvoir aussi dérisquer. Vincent, tu avais amené l'idée aussi il faut se faire accompagner parce que d'avoir une personne externe, c'est quand même... Je ne dis pas un psychologue, je ne veux pas qu'on endosse le rôle de psychologue en démarche d'innovation ouverte, mais d'avoir quelqu'un d'externe pour concilier les vitesses et les développements. Puis Edith, tu mentionnais aussi que dans les outils concrets qu'on peut faire en termes d'innovation ouverte, c'est aller voir ce qui se fait en dehors, c'est les appels d'intérêt notamment qui peuvent être faits au niveau mondial dans des organisations en travaillant avec des organismes qui peuvent le faire. Alors, pour conclure, je voudrais remercier nos partenaires parce que Walk the Talk, le Coopératon, c'est un programme d'innovation ouverte que j'ai la chance de leader. Et ces 3 panélistes ont lancé un défi dans le cadre du Coopératon cette année. C'est la capacité de demander à des entrepreneurs, voici notre défi, viens y répondre et on va travailler ensemble. Donc oui, ils en parlent, mais ils le font aussi. Puis ultimement, c'est la meilleure manière de faire avancer l'innovation puis de créer de la richesse. Alors je vous demanderai de faire une bonne main d'applaudissements pour nos panélistes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. 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 Puis laissez vos micros à ma collègue. Merci. Merci beaucoup. Ben oui. Puis laissez vos micros avec ma collègue. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
Alors, encore une fois, merci à Pierre-Luc, Édith, Vincent pour cet excellent panel et au modérateur Jean-François. J'espère que vous avez apprécié cette belle discussion et un grand merci aux présentateurs de ce panel, MTL New Tech. Alors, merci beaucoup pour votre appui et également, le tout a été présenté là, sous l'emblème de la vitrine MTL Connect. J'espère que vous avez bien profité de ce segment. On applaudit ce panel et également tous les beaux projets que nous avons entendus au préalable cet après-midi. Alors, c'est le temps d'une pause, une vraie. On va prendre une quinzaine de minutes et tout de suite après, on enchaîne avec la présentation des finalistes et les membres du jury des MTL Tech Awards. À tout de suite. Bonne pause.